Voilà. Mais je vais commencer. Je suis très curieuse de voir cette performance de Mouna Moussia. Je sais que la performance, je crois avoir compris que la performance qu'elle était, on lui avait demandé de faire ici à Marseille, c'était plutôt Oasis. Mais ce soir, elle va faire aussi l'autre Émilie Tegnoto. Et j'ai compris que ces performances ont été déjà, disons, de façon différente. Elle a fait cette performance pendant le festival de Sant'Arcangelo, où je me trompe. Après, certainement Simone expliquera mieux. Mais je suis très contente. Tout d'abord, je suis très curieuse de voir cette performance. Et puis, de toute façon, l'Istitut italien de culture, l'Istituto italien de cultura, qu'en français on dit Institut culturel italien, mais en effet, c'est l'Istituto italien de cultura de Marseille, a supporté toute l'initiative de l'exposition rue d'Alger, mais aussi, surtout la performance qui a été supportée aussi financièrement par l'Institut. Et bien sûr, il s'agit d'une, comme on disait tout à l'heure, d'une initiative très, très ambitieuse parce que faite par une partie de recherche d'archives, plusieurs installations de différents artistes, parmi lesquels certaines vidéos, photographies, des peintures, un peu de tout. Plus la performance, puis il y a eu une autre performance tout à l'heure. Donc, vraiment un programme très ambitieux, puis plusieurs séminaires dirigés par Pierre Synthèse, le professeur Synthèse. Donc, vraiment un programme très, très ambitieux. Et malheureusement, le programme a été, disons, transformé en un programme un peu plutôt visuel et virtuel. Mais tout de même, je pense qu'on peut dire qu'on a réussi dans le propos. Je veux dire aussi que l'exposition est encore chez nous à l'Institut culturel italien et dans la salle Vespucci. Et pour le moment, elle est suspendue, mais on pense, si tout va bien, si la situation de l'infection s'améliore et que le gouvernement donne l'accord pour ouvrir les musées, on voudrait réouvrir entre le 17 et le 18 décembre. Et comme malheureusement on comptait fermer le 21 décembre, on a décidé de prolonger la durée de l'exposition jusqu'à la fin du mois de janvier. Et pendant cette période, nous avons surtout, à cause du fait que l'exposition elle a ouvert et fermé tout de suite dans le même jour, nous avons produit, grâce à Alessandro et à l'artiste Alessandra Ferrini, un site internet que vous pouvez voir. Et nous, on a aussi produit un petit film, une vidéo qui est une visite virtuelle de l'exposition et que vous pouvez voir sur notre site, sur le site de rue d'Alger, un peu partout. Et elle est sur Facebook, elle est sur notre canal YouTube. Donc vraiment, on a tout fait
pour donner envie de voir cette exposition. Donc, on pense que les gens qui se trouvent à Marseille et qui voient cette vidéo auront certainement envie de voir l'expo pendant la période de Noël et même après en janvier jusqu'au 31 janvier. Et évidemment, ce webinaire, c'est très intéressant sur plusieurs sujets qui sont touchés par la thématique, les thématiques affrontées dans l'exposition. Et ce soir, c'est cet événement assez spécial qui est la performance de Mouna Moussier, et Mouna Moussier qui est précédée par une introduction, je crois, du curateur Simone Frangi. Donc, je vais me taire et je vais écouter Simone parce que certainement, il va dire des choses plus intéressantes. Mais je voulais donc, je profite de l'occasion pour remercier tout le monde, remercier Sentes, Gallicchio, Frangi, Mouna Moussier, les participants et les artistes, ceux qui ont contribué à organiser le site Internet, etc. Merci. Merci, Madame la directrice. Peut-être, Pierre, je te laisse la parole pour un peu tisser le fil avec ce qui s'est fait dans la journée. D'un mot pour ne pas prendre trop de temps, pour laisser la parole au commissaire et à l'artiste. Je dirais oui, que comme l'a dit Madame la directrice, en effet, Rue d'Alger, c'est un projet qui ambitionne de rassembler plusieurs points de vue, rassembler plusieurs dimensions d'une démarche prospective ou d'une démarche plutôt réflexive sur les relations qu'entretiennent les sociétés actuelles avec des passés qui sont des passés on va dire, traumatiques ou des passés dissensuels, hein. Savoir un petit peu qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ces passés. Et vraiment, c'est une mise en abîme hein, de cette présence à Marseille du bâtiment de l'ex-Casa d'Italia dans lequel est hébergé l'Institut culturel italien qui nous a accueillis pour l'organisation de l'ensemble de nos activités au départ. Donc, comme vous l'avez bien dit, Madame la directrice, si aujourd'hui le projet Rue d'Alger s'incarne tout à fait dans l'exposition qui est installée dans vos murs, elle a une autre dimension que vous avez très bien mentionnée, c'est ce webinaire qu'on a essayé de mettre en œuvre, qui en fait rassemble toute une somme d'éléments, de manifestations qui auraient dû se tenir en présentiel au sein de l'exposition, justement pour permettre la convergence des points de vue entre les initiatives artistiques pérennes, les installations artistiques pérennes, les rencontres, mais aussi d'autres installations artistiques plus momentanées, hein, que sont ces performances. Donc, c'est bien dans ce cadre-là que nous avons essayé de rassembler l'ensemble du programme de ces activités dans le webinaire. C'est pour ça que la performance de ce soir a été incluse, hein, voilà, pour redonner une sorte de cohérence scientifique et de cohérence de propos à l'ensemble de notre programme, a été incluse dans le programme du webinaire. Voilà. Donc, Alessandro, je te redonne la parole pour peut-être la passer cette fois-ci. Oui. Les intervenants de la soirée. Merci encore à tous. Merci Pierre. Moi, je vais juste, comme convenu avec Simone et Mouna, je vais faire une petite introduction, je dirais, un peu la voix institutionnelle de ce soir. Donc, et je vais pas répéter ce que vous avez dit, hein. Donc, je vais juste dire que Rue d'Alger se structure à partir d'une exposition organisée dans les salles de l'Institut culturel italien, de 2 invitations performatives et du cycle de rencontres de BAC, aujourd'hui, qui s'appelle Webinaire, organisé par Pierre. Alors, pour ce qui concerne ces moments performatifs, on avait justement pensé à des invitations qui pouvaient nourrir et compléter le simple travail sur l'exposition. Et donc, j'ai aussi proposé au curateur et théoricien Simone Frangi de collaborer à ces projets. Il a donc engagé avec l'artiste Mouna Moussier un travail critique pour Rue d'Alger, qui aurait dû heureusement, être présenté dans le cadre de l'exposition, mais qui, malheureusement, à cause de cette pandémie, a été complètement redéfini pour un format qui est aujourd'hui numérique, hein, entièrement numérique. Il est très important, à mon avis, de souligner cet aspect, puisque cela implique un travail d'expérimentation et d'adaptation aux contraintes
de cette vie à distance. Et la séance d'aujourd'hui est une expérience inédite pour nous tous et surtout pour l'artiste. Donc aujourd'hui, Mouna nous permettra d'élargir les perspectives critiques proposées par les œuvres de l'exposition avec un langage et une recherche que je trouve d'une extrême richesse et d'une précision. Mouna explore les langages de la scène et des arts du spectacle pour donner forme à la tension qui surgit entre différents pôles expressifs. L'artiste érythréenne basée à Bologne commence sa carrière artistique en 1998 avec une formation de comédienne-interprète au Teatrino Clandestino et au Théâtre Valdoca. De 2001 à 2005, elle participe activement au groupe de recherche Open, un projet avec lequel le désir d'explorer d'autres possibilités d'être sur scène a commencé un peu à mûrir. Depuis 2006, elle conçoit des œuvres dont elle s'occupe aussi de la mise en scène et de l'interprétation. Et donc, c'est dans ce contexte qu'elle a imaginé l'installation et la performance Milite Ignoto de 2015 et la performance Oasi de 2018 qu'on aura le plaisir de voir aujourd'hui dans cette séance. Simone Frangi, curateur de cet événement, accompagne aujourd'hui Mouna et nous parlera du contexte de création et des questions primordiales soulevées par son travail. Son rôle pionnier dans l'analyse de l'amnésie coloniale italienne est à l'origine de beaucoup de communications et d'expositions. Docteur en esthétique et théorie de l'art et professeur à l'École des Beaux-Arts de Grenoble, Simone travaille comme critique d'art et commissaire indépendant. Il est le curateur de 2 projets majeurs pour les questions coloniales et postcoloniales italiennes, Orestia de Italiana dans le cadre de la Quadriennale di Roma et Amnistia, colonialità italiana tra cinema, critica et arte contemporanea à l'Accademia di Belle Arti di Brera. Donc avant de vous laisser la parole, je tenais à vous remercier pour votre participation, Simone et Mouna, et je tenais tout particulièrement à souligner l'engagement de Mouna, qui malgré toutes les difficultés rencontrées, a toujours trouvé une solution pour ce projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Simone. Merci. Vous m'entendez? Très bien. Merci beaucoup pour ces introductions très généreuses. Nous tenons à remercier à notre tour, quand je parle aussi au nom de Mouna, l'Institut et Telem, et en particulier Alessandro et Pierre pour l'organisation de ce projet. Je suis très content de participer ce soir à cette présentation et d'avoir participé aussi à plusieurs discussions avec Alessandro au cours de la conception en fait de ce programme curatorial et de recherche, non seulement parce que cela permet de mettre en place un événement majeur aussi en France qui essaye de questionner un nœud colonial très important et restituer aussi la complexité des cartographies coloniales dans la Méditerranée et du coup aussi comment les différentes trajectoires coloniales de différentes origines nationales se sont rencontrées et ont créé évidemment des situations beaucoup plus complexes de comment l'histoire les a souvent reconstituées et narrées. Et je suis aussi très content d'être là avec Mouna et Alessandro parce que cette rencontre témoigne aussi d'un vrai réseau qui est un réseau non seulement de recherche mais aussi un réseau d'amitié et de solidarité mutuelle qui témoigne aussi d'un vrai laboratoire artistique et de recherche actuellement actif en Italie et dans la diaspora italienne, qui essaye du coup de faire les comptes avec cette histoire amnésique du colonialisme italien et qui essaie aussi de faire les comptes avec en particulier l'éducation qu'on a reçue par rapport à ce long événement, parce qu'on ne peut pas parler d'un seul événement homogène, mais vraiment d'une histoire intriquée, très complexe et très violente. Et il s'agit d'un réseau d'artistes, curateurs, curatrices, théoriciens et théoriciennes qui sont positionnés différemment et qui essaient d'analyser du coup cette histoire qui a un impact très fort dans les imaginaires, en particulier de genre et ratio dans l'Italie contemporaine, à partir de différents positionnements. Donc, je remercie énormément Alessandro d'avoir pris
l'occasion du coup de Manifesta pour matérialiser effectivement ce réseau et de le restituer aussi sur le plan international. Donc souvent on entend la rhétorique du coup que l'Italie n'essaye pas de faire des efforts par rapport à cette manque, à ces lacunes aussi de narration historique. Ce n'est pas vrai. Effectivement, il y a énormément de voix qui sont actives et qui prennent la parole pour amener un travail critique vis-à-vis de cette histoire, de cette incorporation historique qu'on a, cette amnésie historique qu'on a incorporée. Donc ce soir, je voudrais, avec Mouna, essayer de mettre en place une sorte de adaptation audiovisuelle, c'est comme ça qu'on l'a appelé, de cet événement performatif qu'aurait dû avoir lieu à Marseille. Donc évidemment, avec Mouna et avec Alessandro, on a beaucoup discuté de quelle forme cette soirée devait prendre, parce qu'évidemment, on ne peut pas substituer la chaleur des corps, on ne peut pas substituer du coup la complexité du langage, qui n'est pas un langage langagé que la performance amène, et on ne peut pas substituer du coup la complexité, je pourrais dire synesthésique, en fait, du travail des Mouna, qui stimule différentes prises de conscience, non seulement intellectuelles, mais aussi corporelles, de notre positionnement vis-à-vis de cette histoire coloniale. Donc, travailler avec Mouna et contextualiser le travail de Mouna à l'intérieur de ce programme conçu par Alessandro était aussi témoigner aussi de la volonté de contrer un peu ce qu'on pourrait appeler le populisme postcolonial, parce qu'on assiste souvent, surtout dans les arts, dans l'art contemporain ou dans les arts performatifs, d'un usage rhétorique du coup des outils en fait de la recherche postcoloniale, de l'activisme postcolonial, et en particulier de cette rhétorique de la décolonisation qui ne reflète presque jamais en fait un travail structurel de réforme structurelle au sein des institutions qui mettent en place des programmes à ambition postcoloniale. Avec Mouna, on a énormément discuté de cette question parce que ce populisme postcolonial non seulement évite de toucher aux questions structurelles qui sont à la base aussi de cet héritage, de cette postérité coloniale dans laquelle encore on vit, dans cette seuil en fait, longue seuil coloniale dans laquelle on vit dans nos imaginaires, mais aussi empêche de sortir de certaines assignations. Et quand on parle d'assignation, on parle aussi d'un système d'attente qui essaye souvent de donner la tâche à des artistes issus d'une histoire coloniale de traiter cet argument aussi pour les personnes qui ont activement mis en place le projet colonial. Donc j'aimerais ici évoquer l'idée de l'innocence, c'est-à-dire qu'on se pose souvent en tant qu'ancienne puissance coloniale comme un espace innocent. Et on pense en fait que cette colonialité résiduelle qui nous permet aussi de activer certaines pratiques culturelles n'est plus active. Mais cela n'est pas assez vrai. Je pense que vous avez pu explorer comment la colonialité résiduelle résiste encore dans les monuments, dans l'architecture, résiste encore dans la culture visuelle, résiste énormément, surtout en Italie, dans le langage, et de comment ce langage informe aussi les pratiques artistiques. Et aussi, elle reste très ancrée aussi à notre approche à l'art contemporain, à la culture visuelle, parce qu'elle met en place, comme on l'a dit, un système de transparence, en fait, une volonté, une demande presque obligatoire de transparence par rapport non seulement aux subjectivités qui mettent en place des perspectives anticoloniales, mais aussi par rapport au langage artistique qui sont porteurs de cette perspective anticoloniale. Donc avec Mouna, ce soir, on va énormément parler de droit à l'opacité, la volonté de réclamer aussi un droit à l'illisibilité, non seulement en tant que sujet social, mais aussi en tant que sujet artistique. Et donc ça, c'était juste pour introduire un petit peu le contexte de réflexion dans lequel on se positionne. Donc il s'agit d'un contexte relationnel, de réseau. Donc il ne s'agit pas du coup d'une réflexion autoriale dont on réclame l'autoralité, mais vraiment un travail de réciprocité et aussi de réciprocité de langage et de tactique et de stratégie dispositif. C'est pour cette raison que Alessandro et moi avons évoqué, insisté sur la richesse du langage artistique de Mouna, parce qu'il est difficilement remplaçable par la conférence de ce soir. Mais on va aussi essayer d'explorer certaines composantes très fortes qui habitent le travail de Mouna. Le premier élément en fait dont on va parler,
c'est l'occupation italienne de l'Érythrée. Un événement historique qui n'est pas seulement un événement et qui dans le travail des Mouna n'apparaît pas comme un événement historique, univoque, interprétable comme quelque chose d'univoque, mais comme en fait un événement aussi matériel et symbolique qui a influencé sa biographie et ouvert tout un système de possibilités liées du coup à la colonisation, mais liées aussi à l'ancienne cartographie des migrations postcoloniales et la cartographie des migrations contemporaines. On va aussi parler beaucoup de la possibilité à travers le travail artistique d'intervenir surtout sur une certaine rythme et rhétorique patriarcale très ancrée dans l'histoire coloniale de l'Italie, dans la narration de l'histoire. Donc est-ce qu'il est possible, à travers le langage artistique, notamment le langage de Mouna, de substituer la narration de l'histoire de matrice patriarcale et coloniale avec une narration plutôt matriarcale, qui fait une généalogie féminine, non seulement dans l'histoire écrite, institutionnalisée, mais aussi dans les biographies. On va beaucoup parler de histoire personnelle, autofiction et autobiographie comme espace de revendication, et de revendication aussi anticoloniale. On va parler aussi de la volonté d'ériger dans le travail des Mouna des monuments subtils ou de monuments doux. Donc, au contraire du coup de ce monument dont on va parler tout de suite, donc le monument Milite Ignoto aux soldats inconnus, qui est un fétiche patriotique de la culture italienne. Et on va finir du coup notre réflexion ensemble sur cette idée de la volonté de contrer cette demande de transparence, de contrer cette demande de transparence obligatoire et de lisibilité obligatoire dans les pratiques artistiques. Et on va le faire en évoquant la façon dans laquelle Mouna travaille avec des corps chauds, ce qu'elle appelle des corps chauds dans sa pratique, et comment le corps chaud, effectivement, est porteur de certaines températures critiques dans le travail. Donc, ce n'est pas seulement du discours, de l'énonciation, c'est vraiment un travail ancré dans la corporalité et ancré dans la façon dans laquelle la chair est porteuse d'une instance critique par son inscription, son historicisation, son inscription dans une biographie personnelle et dans une biographie historique. Donc on va, avant de passer la parole à Mouna, on va peut-être introduire le premier travail qu'on présente et on va se réserver aussi la possibilité de switcher à l'italien à un moment donné parce que la question linguistique, elle est très importante dans le travail des Mouna et en particulier dans ce travail qui s'appelle Milite Ignoto, qui est un travail, comme Alessandro l'a bien dit, qui date de 2015, sur lequel Mouna continue à travailler, notamment parce que c'est un travail qui est encore performé, donc ça fait partie de son répertoire, qui est un travail qui, comme vous avez pu lire du coup dans la présentation de cet événement, opère sur une coïncidence linguistique entre l'italien et le tigrinya, qui est la langue, une des langues maternelles de Mouna. Donc, Milite Ignoto, vous le savez peut-être, c'est cette figure en fait qui est devenue très populaire après la Deuxième Guerre mondiale, et c'est le soldat inconnu dont le corps est retourné en Italie après avoir donné le sang pour sa patrie. Donc, il s'agit d'une figure patriotique. Donc, les jeunes soldats envoyés à la guerre, en particulier à la guerre coloniale, parfois ne sont jamais retournés, parfois sont retournés sous une forme d'anonymat. Donc, il se trouve aussi que la grand-mère de Mouna, donc une femme érythréenne qui a grandi sous l'emprise aussi de l'occupation coloniale et sa postérité en Érythrée, s'appelle Milite. Et Milite en tigrinya signifie Maria. Et la double coïncidence veut aussi que Maria est le nom qui a été donné à une deuxième figure patriotique en Italie, qui est la Mater Dolorosa, c'est-à-dire l'incarnation générique de la mère italienne nationaliste et qui a accepté de bon gré que le fils allait à la guerre coloniale pour protéger la patrie, pour donner à la patrie un empire, qui va sur le tombeau du coup de ce fils anonyme, qui ne peut même pas être son fils, et pleure pour la patrie, mais avec un sentiment d'orgueil national.
Donc, dans cette intrigue de coïncidence linguistique, Mouna opère justement pour explorer la façon dans laquelle, en fait, l'Italie, à travers son occupation coloniale, a, du coup, à travers cette rhétorique civilisationniste, liée pour toujours, et quand je dis pour toujours, je ne dis pas de façon positive, l'Érythrée a son histoire. Et en fait, essaie à travers sa biographie de responsabiliser aussi l'Italie par rapport à son passé, qui est aussi un présent colonial. Et je vais clore cette introduction en évoquant en fait James Baldwin, qui, par rapport en fait aux pratiques coloniales, aux violences coloniales et au racisme, qui a légitimé ces pratiques, dit nous ne pouvons pas permettre que les auteurs de violences coloniales soient aussi innocents. C'est-à-dire que l'innocence, c'est un privilège que les auteurs de violences coloniales ne doivent pas se permettre. Donc, je glisse cette suggestion, sachant que le travail de Mouna est un travail très personnel, autobiographique, mais qui vise aussi à une forme de responsabilisation vis-à-vis de cette histoire qui est encore en cours. Donc, moi, je laisse la parole à Mouna pour introduire aussi techniquement son travail. Puis, merci Simone. Et bonsoir, oui, je suis Mouna. Merci à tous. Merci à Alessandro Gallicchio. Merci à l'Institut culturel italien de Marseille. Merci à Pierre pour m'avoir invité dans le cadre de Rue d'Alger. Et pardonnez-moi les Français, et ça fait beaucoup de temps que je ne parle pas la langue, mais allez. Et je vais tout de suite montrer les vidéos de Milite Ignoto. Et je veux dire juste une autre petite chose sur les coïncidences. Ma grand-mère Milite Ogobasgi, il a perdu aussi un fils dans la guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Donc, il y a encore un collèguement avec la Maria italienne. Et les vidéos que je vais montrer, ce n'est pas la réduction de la performance, ça impossible, et c'est juste une translation et peut-être transposition et sur le formato vidéo. Donc c'est une transposition sur notre format, et il y a un autre temps. Et donc, c'est un temps très réduit. Et c'est un travail, oui, c'est très personnel, mais à le même temps, je crois que c'est très ouvert, parce que je vais créer un dispositif très clair où je peux introduire différents contenus et qu'ils vont communiquer ensemble, et les spectateurs, ils peuvent prendre quelque chose qui, à le même temps, pour lui, il passe avec sa biographie. J'espère que c'est un peu clair qu'est-ce que je veux dire. Et bien, alors, buona visione. Je vais montrer la vidéo. Milite, non c'è nessuno che si chiama va bene, se un africano sì, ti creda, poi un uomo si chiama Milite, un uomo, ma da, non esiste. Un uomo si chiama Milite? No.
ha mai sentito, però il mio nome, se uno fa fatica a chiamarmi, quando uno fa fatica, ricordati di militare, poi arrivi milite.
Merci bien. Merci à vous. Et, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose d'autre sur la pièce. Oui, alors, le travail sur Milite Ignoto s'est composé sur trois plans. Il y a le facteur visuel qui s'est composé avec la composition de symboles, d'imagines que Sherif Moussier, mon frère et le performer de le spectacle, de la performance, il va créer sur la place. Et il y a la narration de plus questions que ma grand-mère elle a touchées, ou des questions que j'ai demandées à elle. Et dans la vidéo que je vais montrer, c'était pas possible pour moi de choisir quelle narration je vais mettre plutôt que non. Et donc, il n'y a pas toute cette narration que c'est très importante aussi pour créer des connexions avec les symboles et avec les images, les photos de ma grand-mère et de ma grand-mère dans la vie dans la vie in Érythrée. Et parce que oui, c'est ça la construction de le travail, de chercher autre coïncidence, peut-être contradiction avec la micro-histoire de ma grand-mère et la macro-histoire italienne et érythréenne, la question de le colonialisme. Et donc, je vais pas parler directement de la question, mais c'est très clair avec les jeux de trois langages qu'ils utilisent et que la question, il est là, il est vif, mais c'est le canal intime et très proche à moi de l'affetto. Et c'est le canal pour moi plus important pour entrer dans l'histoire. C'est le canal plus émotif et
Et donc, oui, j'utilise la connexion entre les petits systèmes autarkiques personnels en connexion avec les macro-systèmes hégémoniaques. Et oui, c'est une connexion avec juste l'être singulaire et avec l'être pluriel. Et, oui, il faut peut-être aussi rappeler qu'il s'agit d'une performance qui dure à l'origine presque 60 minutes. Oui. Donc, il y a une vraie forme de cohabitation avec la vidéo où Mouna puise en fait dans les archives personnelles de sa grand-mère, un système son aussi qui est englobant, où en fait nous sommes essentiellement pris en tant que public et prises en tant que public dans cette narration qui est justement très intime, mais aussi qui dévore un petit peu le spectateur dans cette ambiance très complexe et avec beaucoup de stimulation sonore et visuelle. Et que Sherif, du coup, le performeur, qui est le frère de Mouna, comme elle le disait très bien, n'est pas seulement dans la vidéo, donc dans la petite fenêtre en bas de la vidéo, mais aussi présent. Donc, il s'agit vraiment d'un triple espace qui est condensé dans une seule expérience de 60 minutes. Donc, il y a aussi cette volonté de insister en fait dans la recherche d'un sens entre ces éléments visuels qui d'un côté sont en train de parcourir aussi tout un répertoire d'archétypes en fait. Donc vous avez des symboles archétypales qui circulent, notamment il y a aussi des symboles liés aussi à toute une histoire déformée donc de la symbologie. On voit une svastika à un moment donné, donc cette déformation aussi de la symbologie. Et aussi de l'autre côté, il y a la voix off de ta grand-mère en fait qui fait une vraie narration en fait, qui prend la parole véritablement. Oui, oui, c'est juste elle la protagoniste. Et c'est comme oui, dans son travail, pour moi, elle peut occuper toutes les places. Elle est la mère, elle est le fils, et à le même temps, elle est le père. Elle est père dans le moment qu'elle elle va reécrire une histoire et elle va réécrire l'histoire et elle, comme je peux dire, oui, elle a les connexions, elle maintient ensemble l'histoire et ça, c'est une chose, non, une prérogative généralement masculine d'écrire l'histoire. Et elle s'ouvre pour moi, elle était que j'ai réécrit l'histoire et donc elle est positionnée dans la place de le père. Et donc aussi la place del monumento. Elle est donc un monument vivant. Et donc, elle prend aussi les places de monument. Et oui, autarchica, totalement autarchica. Et, oui, la question de la féminine, j'espère que c'est compréhensible qu'est-ce que je dis. Hein? C'est compréhensible qu'est-ce que je dis? Ok. Et c'est présent dans beaucoup de mon travail. Et je fais dans le 2018 un travail qui s'appelle punteggiatura. C'est juste pour donner une information sur la question de le féminin. Et allez, j'ai travaillé avec plus de 40 femmes et de différentes proveniences, différents âges.
Et dans le cadre d'une biennale qui s'appelle Atlas of Transition à Bologna, et ça c'est un festival qui va thématiser la question de migration actuelle. Donc les femmes que j'ai rencontrées sont femmes aussi de Bologna, aussi de l'Italie, mais beaucoup de femmes de l'Afrique ou d'autres pays, qui sont arrivées en Italie et dans un parcours pas facile. Et, j'ai travaillé avec ces femmes sur la construction d'un livre tessile di stoffa, tessile avec la pratique de, come si s'appelle, broder, ricamo, broder. Ricamo. Broderie. Broderie. Broderie, ok. Oui, la question c'est aussi de, comme dans le militaire ignoto, du repositionner la figure féminine, et donc d'utiliser une pratique qui solidement elle est connue, une pratique très, très féminine. Et j'ai utilisé sa pratique pour créer un livre, et donc pour créer un livre qui c'est solidement en question prérogative masculine, l'écriture, non? Et, donc, nous avons écrit un livre, et ce livre est écrit avec la modulation de chaque question que j'ai proposée à les femmes. Et c'est juste c'est qu'un livre pour toi, et qu'est-ce que tu veux que le futur il va savoir sous les notre temps, et qu'est-ce que tu veux pas que le futur il peut savoir de nos temps, et qu'est-ce qu'il a la vérité pour toi, et qu'est-ce qu'il pas la vérité pour toi. Et donc oui, c'est une construction dans ces questions, et c'était la possibilité de donner parole et d'écrire des choses très personnelles, mais en même temps, quand je demande qu'est-ce qu'il est la vérité, qu'est-ce que tu veux savoir, qu'est-ce que tu veux que le futur il peut savoir de notre temps, donc c'est aussi de mettre de critiquer, doit avoir une vision critique sur le notre temps. Et ça c'est. Merci. Tu demandais si c'était clair ce que tu disais. Je pense que tu dis des choses très très claires. Et ce que justement tu dis est très important par rapport aussi à cette volonté de ne pas utiliser l'espace de l'art contemporain, enfin de la pratique artistique contemporaine comme un espace seulement analytique, donc un espace où la critique doit forcément passer par la construction d'un système linguistique, mais tu l'utilises véritablement aussi pour matérialiser ces formes de critique et de déconstruction en particulier comme des formes matérielles. Je pense à cette idée de fluidifier les monuments, donc de passer d'un monument à un soldat inconnu qui est un monument dur, massif, stable, à un monument, un militaire en fait, où tu prédiliges en fait un matériel qui est celui du temps, effectivement, de la gestualité et du corps, qui est un matériel toujours un changement, et tu ériges en fait ce monument qui n'est pas forcément un monument vertical, mais plutôt un monument rhizomatique, horizontal, qui passe par plusieurs ramifications aussi de cette histoire. Et j'aime beaucoup aussi quand tu dis
que entre guillemets, tu refuses de te positionner de façon pornographique vis-à-vis de la question coloniale, parce que la question coloniale pour toi n'est pas un objet de recherche, mais c'est effectivement une sorte de plateforme où tu es positionné. Et Oui. donc, cette volonté aussi de regarder cette histoire non seulement comme quelque chose qu'on peut regarder de l'extérieur ou de Oui. loin parce que le temps est passé, mais comme quelque chose qui t'importe, qui te regarde, donc qui te regarde, donc qui est en train de te regarder. Oui, oui. Voilà, au Ah niveau ouais. du point de vue visuel. Ah oui. Un peu- Et ça, oui, c'est juste la question ouais, comme je me peux positionner dans la question parce que je veux pas être ghettisée dans un imaginaire. Et ça, c'est quelque chose que euh, c'est un pericolo, c'est quelque chose que peut-être... oui. Et donc, oui, je ne veux pas relativiser l'histoire, ça c'est impossible, c'est pas mon désiré, mais c'est juste comme je peux dire, d'avoir les droits ouais, de construire un imaginaire très personnel il peut pas être connesso, mais il peut pas être riconnu, associato, il peut pas être associé à un imaginaire existant, un imaginaire che il y a il potere di visione, di riconoscibilità, scusate. Et donc ça, oui, c'est une position pour moi très claire, mais je comprends que c'est pas, peut-être que ça c'est difficile pour le spectateur qui rencontre mon travail, mon travail et se demande a quel imaginaire elle fa riferimento. Je fais référence à mon imaginaire, oui, parce que c'est beaucoup de matériel, il arrive dans ma vie. Et je dis et je crois que c'est un acte esthétique de vivre. Et donc, il y a déjà du matériel pour travailler dans l'art. J'en profite pour te poser une question parce que tu as déjà abordé la question du coup du féminin, de cette généalogie matriarcale que tu alimentes souvent dans ton travail. Mais il y a une autre question qui est flagrante dans ton travail. On a souvent parlé de autobiographie, donc de autonarration, de rendre compte de soi à travers le travail artistique. Mais il y a quelque chose de très important dont on a parlé souvent, cette idée de refuser la position de témoin, d'être témoin, testimone, et de devoir à chaque fois témoigner d'une histoire. Et donc tu traites la dimension autobiographique plutôt comme une sorte d'occupation de l'espace artistique. Et c'est là où je te pose la question par rapport à Chérif, parce que Chérif n'est pas raconté, n'est pas relaté par un récit analytique, il est présent. Donc il est effectivement présent, très présent dans ton travail. On va le revoir aussi plus tard dans Oasis. Donc il y a cette volonté d'un côté de ne pas aborder la question autobiographique comme un récit personnel où tu es tenu en tant que subjectivité issue d'une histoire aussi d'une histoire coloniale, mais pas seulement, d'être un témoin de cette histoire ou de te raconter, de donner compte de toi, mais la volonté d'occuper cet espace avec un élément biographique vivant. Et c'est là où on revient à la dimension corporelle émotionnelle et l'idée du coup de la chaleur, de l'utilisation du corps chaud comme un élément critique.
Oui, Sharif, il est beaucoup présent dans les performances et oui, c'est en relation affective avec lui et je metto in campo, je vais mettre en scène l'intimité et peut-être quelque chose que dans l'art contemporain, dans les performances, dans le théâtre contemporain, peut-être c'est quelque chose qu'il est un tabou de se montrer pour quel que tu es. Et, mais pour moi, l'intimité, c'est quelque chose qui porta un sapere. Elle peut porter un savoir. Et ça, pour moi, c'est important. Je l'ai déjà dit, le canal est chaleureux. Et pour moi, les performeurs avec lesquels je travaille, ils sont comme je peux dire, des corps émotionnels, des intelligences émotionnelles et oui, des canaux d'accès aussi pour le spectateur, et pas seul pour moi. Et ça, c'est une manière aussi d'intimiser avec l'histoire, avec le monde. Oui, oui, ils sont ils sont des activateurs du sens pour moi. Ouais. Ouais, ça, sur ça, je pense qu'on peut peut-être faire la transition vers Oasi. Oui. Simone, Oui. je me disais juste si peut-être parmi les panélistes ou parmi le public, il y a des questions tout de suite pour ce travail. Les questions peuvent être posées bien évidemment en français, ma le domande in italiano sono le benvenute, quindi non esitate. Se ci sono delle domande c'è un'opzione questions et réponses, oppure se volete intervenire, penso che moi et Pierre, on peut d'une certaine manière aussi vous proposer d'autres manières d'intervention en activant votre microphone. Bon, donc parce que voilà, est-ce qu'il y a des questions? Paola. Volevo chiedere a Muna, visto che c'è un cane, non ho capito bene il suo ruolo. C'est à voir quel est le rôle du chant, j'ai demandé à Mouna. Je ne sais pas s'il y a une signification précise ou c'est juste affectif, comme shérif. Non, oui, il y a une connexion avec les narrations que ma grand-mère il fait sur le fil, sur son fils qu'elle est morte, et qu'il était très affectionné à les chaînes qu'il avait. Et pour moi, ouais, ça c'est la connexion, mais à le même temps, la figure de l'animal, c'est aussi pertinente avec la question de la nature, parce que sur les constructions de le symbole, ils sont faits avec des plantes, et tous les photos de ma grand-mère, il y a sur le fond de nature. De nature, tous les photos comme ça. Et donc oui, dans la narration et la performance, il y a la question de la narration où ma grand-mère, elle parle de la chaîne. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Peut-être on peut profiter de cette figure du chien et de l'animal parce que c'est un élément très important dans Oasi. Donc le deuxième travail qu'on présente ce soir, il s'agit d'un travail
de 2018, comme Mouna l'a expliqué en début de séance. Et il s'agit d'un travail qui est très lié à Milite Ignotos, parce que Milite, dans la dernière partie de la performance, évoque une figure conceptuelle, mais qui est aussi quelque chose qui la hante dans sa vie quotidienne, qui est la figure du fantôme. Et le fantôme comme une présence absente, comme une sorte de latence que Milite utilise pour définir la qualité de vie de certaines subjectivités dans l'espace urbain. Et pour se demander si dans l'espace urbain, on est visible, on est réellement visible, ou si on est opaque et donc juste des figures, des figurants du coup dans la pénombre, entre guillemets. Et elle fait un lien très fort, d'un côté avec l'animal sauvage en tant qu'élément exotisé, c'est dont on a beaucoup discuté avec Mouna. Et je pense que cette figure de l'animal exotisé est aussi très présente dans ton positionnement politique. Donc cette idée de refuser toute forme d'exotisation, refuser toute forme de fantasmagorie autour du coup de ton imaginaire et de ton positionnement dans ton travail. Et il y a une deuxième figure qui est reprise de façon assez importante dans Oasis, qui est la figure de l'oasis, en fait. Donc, de cette, donc qui donne le titre, du coup, à la pièce. Donc, l'oasis étant un élément biographique très ancré à l'histoire, du coup, du voyage de ta famille, du coup de l'Érythrée vers l'Italie en passant par le Soudan, mais aussi est une figure spéculative pour toi, qui a à faire aussi avec l'idée de refuge, avec l'idée de transition et du coup avec l'idée de migration en soi, non seulement en tant que déplacement, mais aussi en tant que figure de déplacement au niveau technique dans ton travail performatif. Donc dans la pièce que vous allez voir, cette figure très ambiguë de l'oasis est incarnée par une boule qui est une tente transparente, donc aussi à nouveau cette dynamique de transparence-opacité présente aussi au niveau structurel dans la pièce, dans laquelle toi et Shérif, à nouveau, vous êtes présents et présentes et vous performez en créant un élément, enfin une atmosphère de vraie saturation, soit au niveau sonore, et ça on va l'entendre, mais aussi au niveau visuel. Et il y a quelque chose sur lequel tu travailles de façon assez puissante dans cette pièce, qui est la dimension de la phobie. Donc, à savoir la dimension des phobies sociales, donc avoir peur d'une certaine phobie, d'une certaine situation sociale ou d'une certaine acteur social, mais aussi des phobies matérielles et symboliques. Et donc, il y a quelque chose à nouveau qui prolonge le travail fait d'un milité, tout en refusant de nommer les choses directement. Donc, vous allez entendre dans la pièce une liste très nourrie de phobies possibles qui ont évidemment à voir avec cette sorte de tropisme de l'humain à créer et identifier toujours un ennemi, soit un ennemi interne, soit un ennemi externe. Donc, je te laisse peut-être donner quelques éléments vraiment techniques, peut-être, pour introduire Oasis, et après on passe à la vision, pour après répondre à la discussion après le film. Oui, mais tu as déjà dit beaucoup, je pense, mais les vidéos aussi, c'est la même c'est pas la performance, c'est quelque chose qu'il peut parler de la performance, il peut donner des coordinates pour entrer dans le travail. Oui, le dispositif, c'est ça, c'est une grande boule transparente. Et oui, la matrice qu'elle a donné le via à le travail, c'était aussi les questions que ma grand-mère il a posées sur où ils sont maintenant, les animaux, les fantômes, et aussi la question très personnelle d'un voyage de transition de l'Érythrée
le Soudan pour arriver en Italie. Et cette transition s'était faite avec un camello. Et le camello, c'est la première phobie que j'ai rencontrée dans ma famille, parce que c'est la voiture que nous avons utilisée pour faire ce voyage. Mais allez, je pars pour vous montrer les vidéos. Buona visione. Non lo so come dire, perché lì ci sono tanti animali, di notte si svegliano, senti tutti i versi di tutti gli animali, come si dice, non lo so, dicono che sentono l'odore dell'essere umano, allora loro sono lì, ti circondano intorno. Tu stai lì con la paura tutte le notti. Io avevo paura di cammello, di salire nel cammello, però alla fine era necessario, perché camminare a piedi era una cosa lunga, sono viaggi di 7 giorni per arrivare in Sudan. Quando sono salita, mi hanno fatto salire in cammello con mio figlio, con te. Avevo paura, che tremavo. Appena il cammello si è alzato, io e te insieme siamo caduti dal cammello. Lì è stato una tragedia, un shock totale. Abbiamo scelto l'oasi, c'era della gente, tipo villaggio, poca gente che vivono lì con animali, tutto. Allora abbiamo detto ci fermiamo qua e ci siamo fermati per 2 o 3 giorni. Ogni tanto quando trovi questi posti, questi tipo fiumi, in questo oasi, trovi un po' d'acqua, ti fermi lì un po' per lavarsi, per un po' rinfrescarsi, così stai lì un po' a riposare e poi di nuovo si parte di notte. Questi 7 giorni di notte con questi animali, i suoni di animali io ne avevo fino adesso, questi suoni che ti venivano proprio intorno, proprio una cosa che ti rimane dentro, è una cosa scioccante.
Aerofobia. Autofobia, monofobia. La fobia per l'amnesia, amnesiofobia. Paura della rabbia, angrofobia. Paura degli animali, zoofobia. Paura degli animali, della pelle o pellicce, dorafobia. Paura degli animali selvatici, agrizofobia. Paura delle formiche. Paura per le cose nuove, neofobia. Paura delle cose asimmetriche, asimmetrifobia. Paura delle esplosioni atomiche, atomosofobia. Paura delle automobili, motorofobia. Paura dei batteri, batteriofobia. Paura della gente calva, peladofobia. Paura della balneazione, aplutofobia. Paura delle barbe, pogonofobia. Paura di andare a letto, clinofobia. Paura dei bolscevichi, bolscefobia. Paura dei tori, taurofobia. Paura dei gatti, felinofobia, galeofobia. Paura degli spazi celesti, astrofobia. Paura dei cimiteri. Paura dei cinesi. Paura dell'abbigliamento, vestifobia. Paura del freddo estremo, ghiaccio, criofobia. Paura del colore bianco, leucofobia. Paura dei colori, cromofobia. Paura delle comete, cometofobia. Paura degli spazi ristretti, claustrofobia. Paura della contaminazione con sporcizia o germi, misofobia. Paura dei cadaveri, necrofobia. Paura dei fenomeni cosmici, cosmicofobia. Paura dell'umidità, della liquidità. Paura di perdere un'erezione, medomalacuffobia. Paura delle armi da fuoco. Paura dell'alba o giorno, eosofobia. Paura dell'aria, anemofobia. Paura delle belle donne. Paura delle api, apifobia. Paura delle biciclette, ciclofobia. Paura degli uccelli, ornitofobia. Paura del nero, melanofobia.
paura del sangue, ematofobia, paura di arrossire, paura del colore rosso, eritrofobia. Merci, Mouna. Merci à vous. Allez, c'est un rituel, comme je peux dire. C'est un rituel du nominer et du présenter la phobie, qu'elle est une phobie qu'elle va toucher l'histoire, le cosmos, tout ce qui est comprendre la vie humaine. Et parce que c'est un rituel comme c'est le rituel que j'ai rencontré avant l'arbre à Keren. Et c'est arbre, c'est un grand baobab. Et c'est une histoire bizarre pour moi. Et c'est arbre. Et c'était comme c'était portateur d'un miracle. Et un soldat italien entre la guerre avec les Anglais. Et il s'est refusé dans ce albero, ces arbres. Et ça, les arbres, come je peux dire, l'ha riparato dall'esplosione della bomba che è arrivée juste proche que l'albero. Et donc, ça, c'est devenu aussi l'arbre de miracle pour les Érythréennes. Et allez, ça va. C'est ça la question que pour moi, c'est important de questionnaire dans mon travail, que ouais, il y a l'histoire, mais dedans, il y a des autres histoires qui se contradisent toujours. Et c'est ça que je vais chercher, parce que je suis toujours je vais rencontrer avec l'histoire de ma grand-mère, avec l'histoire de ma famille. Et je vais rencontrer des courts-circuits comme ça. Mais donc, oui, c'est le rituel que c'est le rituel de la femme érythréenne et que je vais transporter dans ces temples, dans ces autres parties. Et il y a une transformation. Donc, pour moi, ici, c'est tous commercial. Et la bolla, c'est un objet pour faire beaucoup de choses, pour les spectacles, pour passer la nuit, pour être dans la nature. Et de voir la nature, doit être proche de la nature, mais pas toucher de la nature. Et en même temps, il y a des boules comme ça qui sont utilisées pour les excitations de la guerre. Et donc, oui, c'est comme que allez, tout s'est mercifié.
Et je crois donc que le mercato il a absorbé toutes les paure, phobie et tous les désirs, les desideri, et il a donné comme forme de object d'acheter. Ça c'est un ouais. J'aime beaucoup en fait quand tu évoques du coup cette figure initiale de l'arbre, justement parce que ça montre d'un côté justement ce qu'on était en train de dire au début de cette rencontre par rapport à la difficulté de se positionner vis-à-vis d'un événement historique si complexe qui traverse aussi nos corps et nos histoires aussi familiales. Justement, comme tu le montres très bien, l'impact de cette histoire coloniale et dans cet événement-là est complètement renversé et devient malheureusement aussi, parce que c'est une forme d'ingérence aussi dans une certaine culture locale, une forme du coup, cette figure de l'arbre comme refuge qui se superpose aussi à l'oasis, qui est le refuge en fait où ta famille va se protéger en fait de la mort et où en fait cet enfant qui risque aussi de mourir après la chute du chemin retrouve la vie en fait. Donc il y a toujours cette ambiguïté, cette superposition d'imaginaire que tu essayes de mettre en place justement pour montrer cette ambiguïté aussi et cette nécessité de refuser un jugement tranchant par rapport à certains événements historiques qui sont responsables de différentes agencements géopolitiques, mais aussi personnels. Et il y a aussi parce qu'il y a une phobie très importante en fait qu'on n'a pas nommée, qui n'est pas listée du coup dans cette liste, qui est évidemment la xénophobie. Du coup, on peut dire, si on veut du coup jouer jusqu'au bout en fait, ce jeu de clarté, d'essayer de se repérer dans cette énorme panoplie de référents que tu mets en place dans ton travail. Il y a on peut dire, la matrice en fait de toutes ces phobies que tu nommes, c'est la xénophobie, du coup la peur de l'étranger, qui est d'ailleurs un étranger construit. Donc il y a aussi un processus de construction symbolique, mais aussi biologique de ce qui est étranger à la subjectivité. Donc c'est hyper intéressant comment tu arrives à partir d'une histoire très liée à l'inconscient personnel, à ouvrir à un inconscient social et à un inconscient historique, c'est-à-dire que cette figure de l'étranger liée à l'histoire des migrations, et dans Oasis, on parle beaucoup de migration et de cette continuité entre les migrations historiques et les migrations contemporaines. C'est quelque chose, en fait, qui est très présent dans nos imaginaires parce qu'elle est structurelle, en fait. On a peur des animaux, on a peur de la nature, on a peur... voilà, et cette boule aussi, elle est très intéressante par rapport à cette dimension de proximité frustrée dont tu parlais. Le fait d'être en contact, de pouvoir activer un contrôle optique sur les choses, mais en même temps se sentir protégé, immunisé. Donc ce parallèle que tu fais entre la dimension de la scène dans le théâtre traditionnel, où on est observé, mais aussi on est observant et on est protégé du public. La vie dans la nature, où on est dans une perspective anthropomorphique, anthropocentrique, au centre du monde. Donc on peut voir le monde, le dominer, mais en même temps on est protégé par le monde environnant. Et la dimension de la guerre, qui est aussi une guerre coloniale dans ton imaginaire. Du coup, cette idée du coup, de la guerre comme un acte de différenciation de la safe zone et de la war zone. Donc on est maître du coup de la scène de la guerre, hein, parce qu'on est maître du monde, parce qu'on est mesure du monde. Donc je pense que c'est lié à toujours cette complexité que tu actives entre différents niveaux du coup et tu te poses aussi toujours comme un filtre. Toi et Chérif, vous êtes toujours des filtres. Voilà. Et donc, je reviens peut-être à la dernière question, qui est la question qu'on se pose depuis le début de nos conversations, aussi au-delà de cet événement. Comment ton travail, du coup, à travers cette dimension de filtre, en même temps de saturation, essaye de refuser un sens donné, assigné,
du coup attaché du coup à ton travail par une audience, un regard extérieur. J'aime beaucoup en fait quand tu parles de clarté symbolique qui est toujours accompagnée par une forme de confusion. C'est-à-dire que ton travail est très, comme tu le dis aussi, positivement illisible, parce qu'on ne peut pas le lire, Oui. mais en même temps, il y a une forme de clarté symbolique, parce que les vecteurs symboliques nous amènent à des questions très, très précises, en fait. Mais oui, ça... Oui, c'est la question de le pregiudizio dell'immagine. Mais donc, oui, c'est vrai que allez, moi, je suis noire, je suis femme, et donc il y a beaucoup de informations très identificatives sur mon image. Et alors, oui, j'ai besoin de dire qu'il y a des autres choses dans la forme. La forme, elle peut contenir des autres formes, des autres contenus. Mais c'est vrai que pour faire ça, pour dire qu'il y a des autres, tu as de passer tu as de traverser la forme prédominante. Mais donc, oui, la technique de sovrappositionnare beaucoup de questions, de contenus qui vont toucher différentes questions politiques, esthétiques et sociali. Et ouais, ça m'intéresse qu'est-ce qu'il può, cosa può succedere, cosa può succedere nell'incontro tra questi contenuti, tra queste forme, e quello ça devient lo scarto linguistico anche, e immaginario altro, che c'est mon vérité, c'est ça la subtile vérité que je vais chercher. Et c'est di non essere vittima dell'oblio, de ne pas être victime de l'oubli, mais d'activer mon oubli. D'activer mon oubli. Ça, c'est un peu la question. Ouais, je pense que c'est une très belle conclusion. On peut peut-être arrêter la conversation sur cette idée et peut-être aussi dire que ton travail, Mouna, ne se déclare pas comme politique, mais est intrinsèquement politique, chargé politiquement, pour des questions justement des positionnements et de activation de choix consciente par rapport à cette idée de ce droit de regarder dans sa propre histoire, mais aussi un droit d'être regardé comme on le souhaite. Donc, tout le travail que tu fais par rapport à la déconstruction active de cette image, comme tu l'as dit, de cet effet primaire de l'image, et qu'est-ce que cet effet primaire de l'image peut renvoyer aussi à un public de l'art contemporain qui est très fétichisant en ce moment. Et voilà. Donc, je pense peut-être qu'on peut ouvrir à des questions du public ou des organisateurs et organisatrices, s'il y en a. Oui, donc si vous voulez poser des questions, je peux activer votre micro ou vous pouvez les poser dans questions et réponses. Et moi, je vais les transmettre à Mouna et Simone. Ou des remarques, des commentaires par rapport à ce qu'on a vu. Bon, moi, je vais peut-être dire quelque chose
moi, je regrette vraiment que Oasi n'a pas pu être présenté dans le cadre de Rue d'Alger parce que, à mon avis, ces événements numériques, ils ont une valeur primordiale hein, pour survivre pendant cette pandémie, mais ils n'arrivent pas à substituer quand même une performance d'une telle force, d'une telle valeur dans un lieu aussi si emblématique comme l'ex Casa d'Italia, donc l'ancienne Maison d'Italie à Marseille. Et je reviens un peu sur l'exposition parce que, à mon avis, c'est très important aussi de souligner l'importance de votre présence dans le projet. Moi, j'ai travaillé, bien sûr, avec d'autres artistes dans le cadre de l'exposition. Donc, on a vu déjà Emma Grosbois et Agathe Rosa nous présenter leur travail sur les monuments marseillais. Aujourd'hui, on a entendu les riches présentations de Nina Fischer et Marone Elsani et d'Alessandra Ferrini à propos toujours de ces questions croisées, hein, coloniales, mais coloniales, anticoloniales, postcoloniales, décoloniales, croisées. Et je peux me permettre de dire que dans tous les travaux qu'on a vus, qu'on a exposés, il y a la dimension de l'archive. Donc, d'une certaine manière, cette idée, cet intérêt de travailler avec les archives, avec l'image, avec le document, avec l'histoire, elle est toujours présente. Et ce n'est pas un hasard si, dans le cœur même de l'exposition, on montre, on expose toute une section d'archives sur l'histoire des lieux. Mais l'archive est toujours traitée d'une manière assez cohérente, très puissante, avec une forme de positionnement et d'engagement nécessaire. Mais peut-être il y a quelque chose qui manquait, et c'est pour cela que le moment performatif est fondamental. C'est juste une autre manière de travailler avec ces documents. Et donc, quand je vois dans Milite Ignoto, par exemple, comment tu travailles, Mouna, à travers ce processus, à mon avis, fascinant, libre, ouvert, d'association entre le document d'archives, entre la micro et la macro-histoire, et tu donnes quand même un spectre de possibilités très large au public, aux spectateurs, aux commissaires d'exposition, aux discours qui se produisent autour des expositions, aux textes qu'on peut lire, par exemple, sur ton travail. Moi, je trouve ça extrêmement stimulant. Et surtout, et là, je vais peut-être dire deux mots sur le travail de Simone, cette approche vraiment qui m'échappe un peu, dans le sens qu'elle m'échappe parce que je ne suis pas encore en capacité de l'accueillir peut-être. C'est celle des corps chauds dont tu parles toujours. C'est vraiment cette approche corporelle qui est si présente aussi dans ton discours et dans tes recherches sur ces questions-là. Elle est fondamentale. Et donc, dans mes limites du traitement de cette question, tu proposes quand même une performance Oasi de Mouna où on est au croisement du témoignage, donc des archives orales d'une certaine manière. On est au cœur d'un exorcisme, d'un rituel, et en même temps, on met en scène et on crie les peurs. Et les peurs sont corporelles parce que un moment que j'écoute, en fait, quand j'écoute Mouna citer toutes ces peurs, c'est comme si, voilà, il y a une résonance dans mon corps, j'arrive pas vraiment à la maîtriser, à l'exprimer, mais elle est là. Donc tout ça est primordial, est fondamental pour ces questions, les questions qu'on veut traiter dans nos propos. Et c'est vrai que et là je vais peut-être terminer sur ça, hein, c'est aussi une autre manière de faire de la recherche autour de ces questions-là. Peut-être c'est une recherche moins dogmatique, mais d'une richesse extrême, dans le sens qu'on déplace non seulement notre pensée, notre discours, nos positionnements, mais on déplace aussi d'une certaine manière nos corps. On interroge tout un univers qui risque d'être caché, peut-être derrière des tabous, comme vous dites, et on risque de passer à côté de tout cela. Donc, je vous remercie infiniment de votre participation, de vos propositions et surtout de cette dimension critique que vous ajoutez à Rue d'Alger, qui est fondamentale, quoi. Et donc, votre position est non seulement juste, mais nécessaire aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier
toujours Pierre Santès, qui ne peut pas être là malheureusement en ce moment. Alessandro, oui. je voudrais dire que oui, bien je sûr. n'ai pas bien compris comment ça marche les questions-réponses parce que j'ai essayé de poser une question, mais je n'ai pas pu. Mais donc, vous faites partie de... parce que je fais partie des panélistes, peut-être. Oui, donc vous pouvez poser la question directement, si vous voulez. Je ne pose pas de questions, je voulais simplement dire quelque chose à Mona que j'ai trouvé intéressant, mais je crois qu'il faudrait vraiment essayer d'écarter l'image historique justement du colonialisme italien, de l'histoire, de la mémoire enfouie, pas vraiment qu'on ne se souvient pas, parce que souvent dans l'histoire en Italie on a la mémoire courte, très souvent, tous les jours. Et pas confondre avec la situation actuelle des immigrés qui est bien différente. Pas parce que ce n'est pas intéressant, parce que c'est très important, très intéressant, mais parce que on a en Italie, j'ai l'impression plus en Italie que dans les autres pays, on a tendance à parler de l'actualité et pas beaucoup de ce qui s'est passé. Et ce qui est grave parce que parfois, très souvent, il y a eu des choses graves qu'on n'a pas du tout élaborées. Et je le dis parce que j'ai eu l'occasion aussi d'être directeur à Zagreb. Et donc, je me suis trouvée en Croatie. Et là aussi, on a beaucoup parlé de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et les conséquences de l'occupation de la Dalmatie, de l'Albanie, etc. Et des conséquences qu'on a eues en Italie, la frontière du nord-est italienne. Et il me semble donc très intéressant de parler vraiment de la situation historique liée à l'Érythrée et pas trop facilement la rapprocher des... C'est pas Mona, hein, je vais dire, pas Mona, mais en général, pas rapprocher tout de suite à la question actuelle de l'immigration. Parce que c'est important de distinguer pourquoi. À mon avis, pour approfondir la partie historique, ça me paraît important. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais, oui, c'est vrai. Mais je crois aussi que la question de maintenant, c'est un retaggio, comme ça dit. Et donc, ouais, c'est important ouais, di contestualizzare ciò che succede ora in riferimento a fatti storici passati. Et pour moi, il y a des choses qui sont très fortes et je suis très motive et donc c'est dur de parler directement de quelque chose. Ça, c'est... Je ne sais pas. Merci. Moi, je partage l'avis de Mouna, c'est-à-dire que je pense que, et je reprends peut-être aussi une suggestion d'Alessandro, je pense que il faut un travail d'historicisation de la contemporanéité, c'est-à-dire qu'il faut tracer cette continuité entre les violences historiques et les violences actuelles, parce que l'organisation coloniale de la Méditerranée est la responsable aussi de cette différenciation, aussi différentes distributions aussi de vulnérabilité asymétrique entre l'Europe et l'Afrique, qui continuent à être du coup traversées par de flous qui ont matrice coloniale. Et je pense que j'aime beaucoup quand Alessandro dit qu'un positionnement critique comme celui de Mouna est nécessaire parce que
Milite Ignoto date de 2015. Et en 2015, dans l'art contemporain et dans la culture en Italie, on était encore pris dans une plainte où on disait qu'il n'y avait aucun et aucune auteur italien qui traitait de la question coloniale. Et moi, je pense que c'est une déformation aussi perspective, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui se positionnaient vis-à-vis de cette histoire, mais le format de la recherche n'était pas légitimé. Et voire légitime par un système aussi de, comme Mouna le dit très bien, une sorte de hiérarchie entre les savoirs, c'est-à-dire qu'il y a un savoir corporel, et là je rejoins l'émotivité de Mouna, mais aussi cette idée du corps chaud que je reprends de Mouna, en fait, j'emprunte ces mots. Mais en fait, il y a... j'ai récemment assisté à une conférence de Laura Corradi qui parle de féminisme zingaro et qui dit bien évidemment les femmes gitanes n'ont pas de formation universitaire, mais les seules qui pourraient aller à l'université et parler de leur formalisation du féminisme, c'est ces femmes-là. Du coup, je pense qu'il y a aussi quelque chose à voir du côté de comment on légitime la connaissance, quel type de connaissance on veut, quel type de vecteur de connaissance on privilégie plutôt qu'un autre. Et je pense que la stratégie de l'oubli, comme le disait très bien Mouna, elle est encore très active. Donc, il ne s'agit pas d'une forme d'amnésie par rapport au passé, mais aussi d'une forme d'aphasie par rapport au présent. C'est-à-dire que si on a été poussé à oublier certaines choses, là, on préfère ne pas parler. Donc, si l'amnésie nous a été imposée, entre guillemets, par des processus historiques d'éducation, là, on refuse de parler de certaines choses. Donc, la question de l'innocence avec laquelle on a parlé au début, je pense que c'est primordial à aborder, c'est-à-dire on ne peut pas se permettre de se déclarer innocent. Surtout par rapport à ces phénomènes migratoires actuels, parce qu'on pense souvent que la crise migratoire débute en 2013, alors que du point de vue médiatique, elle débute bien évidemment en 2013, mais tracer ces analogies historiques nous permet de voir que la responsabilité qu'on doit porter, elle est beaucoup plus ample et importante. Et je pense que Mouna le dit très bien, refuser de devoir porter certaines questions en tant que femme noire italienne, c'est aussi important parce que on n'a pas encore abordé très critiquement la question de la blanchitude en Italie ou de la blanchité, et comment le colonialisme est une affaire de suprématie blanche aussi. Et donc, comment on doit se responsabiliser vis-à-vis de ce discours et décider de porter en fait ce discours et de faire un travail émotif par rapport à ça. Du coup, je pense qu'il y a énormément de questions dans le travail de Mouna qui émergent par le vecteur corporel, par le vecteur émotif, par ce vecteur charnel qu'elle privilégie, mais qui sont d'une actualité politique incroyable. Donc, c'est pour ça que on a souvent parlé de pornographie, donc refuser l'approche pornographique, parce que c'est aussi ce qui paye actuellement dans l'art contemporain. Donc la dynamique capitaliste et la marchandisation aussi des subjectivités, elle est très dangereuse en ce moment. Donc c'est une forme, je pense, de finesse que Mouna a depuis longtemps et qu'il faut valoriser, je crois, au niveau de positionnement. Merci Simone. Et merci Alessandro. Donc, oui. Tu veux dire peut-être quelques mots, Mouna, ou on peut terminer? On peut terminer. Ok, j'en profite aussi pour remercier... Ah, il y a une question, attention. Agnès, non. Ah oui, prêt. Bonjour Agnès. Bonsoir à tous. Alors, Voilà. je voulais poser une question. J'espère que voilà, elle sera bienvenue. Je suis étudiante et je voulais être sûre d'avoir bien compris la démarche de Mouna Moussi. Et donc, par rapport au terme corps chaud, donc ça parle bien sûr donc d'une mémoire. Enfin, ça touche l'être dans sa chair, mais est-ce qu'on peut aussi dire que ça touche à une mémoire sensible qui ressurgit, donc quelque chose qui ressurgit, et à travers tout ça dans un sujet tabou dont vous devenez le porte-parole. Un sujet tabou, un sujet difficile à aborder
Et moi, j'ai trouvé ça très beau et très fort aussi. Et voilà, c'était un peu la remarque que je voulais faire. Remarque, question. Merci. Alessandro, scusami, Oui. non ho capito bene, sai, la domanda. Simone, tu veux peut-être revenir sur c'était une remarque, tu veux venir peut-être No. pour expliquer le corps chaud dans le Agnès, c'est juste ça, voilà. Agnès era molto colpita je fais une traduction peut-être pour Mouna pour que Ah, ok. apprécier Ok. aussi au niveau de compréhension. Agnès evocava appunto questa idea del corpo caldo e del fatto che tu nella tua pratica prediligi l'uso, tra virgolette, l'uso, comunque confrontarti con dimensioni corporee e se ha ben capito, la dimensione del corpo caldo nella tua pratica ha a che fare appunto con questa forma di sapere residuale all'interno del corpo. Però nella sua comprensione c'era anche questa idea che un corpo caldo è un corpo che è scaldato anche da una memoria che emerge in maniera non cosciente, non razionale, e questo sorta di calore del corpo ha un vantaggio perché permette di affrontare questioni che sono tabù in qualche modo ma che sono urgenti. E voleva sapere se questa sua lettura dell'idea del corpo caldo nella tua pratica è coerente con quello che tu pensi rispetto all'uso dei corpi nella pratica performativa. E quindi anche l'idea che in quanto i tuoi corpi portino la parola, anche talvolta restando muti, di una storia che è stata soffocata proprio da questo tabù anche sociale, dell'ineffabilità, dell'afasia. Ils sont des corps chauds, corpi caldi, nella misura in cui rappresentano un'esperienza, sono vitalizzati, cioè, ce que m'intéresse, c'est vraiment d'humaniser, cioè d'approcher l'histoire avec les canaux affectifs. Ça c'est très important pour moi. Et parce que différemment, c'est vraiment dur de la regarder. Hein. C'est pas possible. C'est quelque chose de déshumain, non? C'est comme ça. Et oui, je crois que le corps et la question de l'intimité, comme j'ai déjà dit, il est porteur de savoir. Je suis très sûre. Oui, je crois beaucoup à l'intelligence émotive. Ça. Mm-hmm. Je ne sais pas si j'ai répondu au moins, mais ça c'est... Oui, vous avez répondu, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci Agnès. Bon, je pense alors, je remercie aussi Monica Salzbrun qui nous a accompagnés toute la journée, qu'elle est toujours ici dans notre panel avec nous. Merci, c'était un plaisir. Merci Paola. Merci à vous. Merci. Et merci beaucoup à Paola Cicolella, la directrice de l'Institut culturel italien. Et merci pour votre soutien, justement, et d'avoir quand même, de nous avoir donné l'opportunité de présenter sous ce format un peu numérique et virtuel aujourd'hui, cette présentation. Donc, je vous dis à vendredi avec les autres webinaires et surtout, bonne soirée. Au revoir. Et au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ciao à tutti, au revoir.